dès que j'entre dans la tête, il faut que je fasse. Là, je fonce, je passe à l'action. On va parler un peu de cette histoire de soumission et tout, c'est très important. Moi, je suis pour la soumission de la femme et je l'assume complètement. Pour moi, la soumission, c'est une question de responsabilité. L'homme est le chef, tu es sous sa mission et vous accomplissez la mission ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la place de la femme devrait être dans la cuisine. Il n'y a pas de tâche pour homme, il n'y a pas de tâche pour femme. Quand on est quelqu'un à un poste, c'est une pensée archaïque. Donc pour moi, il n'y a pas de catégorisation en fait. Et la femme, quand tu lui donnes quelque chose, elle te multiplie à l'infini. Tous les maris, si vous avez une femme qui est entrepreneur, je vous en supplie, laissez-la briller. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment que tes enfants te voient comme un modèle. Et ça me réjouit. Je suis fière de la maman que je suis. Tu es femme, tu es salariée, tu es entrepreneur et tu es mère de famille en même temps et peut-être d'autres choses. Comment tu arrives à gérer tout ça? Il y a l'organisation, ça pour moi, c'est la première des choses. Après, il y a le support aussi. Donc, par exemple, le mari qui est vraiment un support. Et c'est lui qui est là pour te dire non, ça va aller, t'inquiète, voilà, on gère. Hello à tous et bienvenue dans le podcast des investisseurs africains. Ici, on parle d'Africains qui inspirent par leurs histoires, leurs parcours, leurs réussites, aussi leurs échecs et leurs erreurs. Asseyez-vous confortablement et abonnez-vous surtout. Aujourd'hui, on va recevoir une entrepreneure. Elle est spéciale. Elle a été primée meilleure entrepreneure ivoirienne de la diaspora. Elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire à l'international. Elle nous dira dans quel contexte elle a eu le prix en question et elle nous dira plein d'autres choses parce qu'elle intervient dans un domaine très prisé. C'est un domaine dans lequel la plupart des personnes riches investissent, l'immobilier. Et souvent, elle n'est pas très pour ce que les Africains ont l'habitude de faire quand on parle d'immobilier. Quand on veut investir dans l'immobilier, tout de suite, on veut construire une grosse maison en Afrique avec piscine sur le toit. Elle ne conseille pas ça. On va savoir ce qu'elle conseille et on va apprendre davantage d'elle. Ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle est douce, elle est calme, elle est sereine. Elle sait ce qu'elle fait, elle a une vision. Et de surcroît, elle fait partie du club Business Elite d'investisseurs qui veulent changer la face de l'Afrique. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur elle. On va apprendre davantage sur elle. Elle le dira d'elle-même. Et je suis convaincu que vous serez inspirés. Merci d'accueillir avec moi Esther Bois. Tu as vu comment elle fait ton Atalakou? Ah, j'ai Toi, vu, tu dois travailler un peu sur moi quand même, Esther. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour à toi. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Merci à d'être toi. venu dans ce podcast. Tu es une belle personne et je pense que tu Merci. mérites d'être connue de tous, de ce que tu fais et tout. Et tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire un peu à l'international, même pas un peu, beaucoup quand même. Donc on parlera de tout ça. Bien sûr, avant, je te laisserai quand même te présenter dans tes propres termes. Qui est Esther Bois? Alors, merci en tout cas pour l'opportunité que tu me donnes d'intervenir sur cette chaîne de la diaspora africaine et de tous les Africains. Donc moi, je suis Esther Bois, je suis mariée, maman de 3 enfants. Pourquoi tu insistes mariée là comme ça? Ah, il faut préciser. Voilà, j'ai un Master 2 en monnaie, banque, finance, assurance à l'Université de Paris 8. Je suis cadre en banque d'investissement et je fais de l'immobilier sans les banques. Wow. Ça peut paraître paradoxal, mais je me dis qui est mieux placé que quelqu'un qui est en banque pour vous dire comment contourner les blocages de la banque. Donc aujourd'hui, j'ai une académie de formation où j'accompagne principalement les membres de la diaspora à investir dans l'immobilier sans passer par la banque. À ce jour, c'est à peu près 300 personnes qu'on a accompagnées et qui créent des entreprises en France, qui investissent dans ce domaine et qui réussissent très bien. Ok, super. Bon, là, j'ai envie de te demander pourquoi contourner les banques pour investir dans l'immobilier? Alors, pour ceux qui sont en France aujourd'hui, ils savent que c'est très, très compliqué d'avoir un prêt bancaire. Depuis le Covid, il y a eu l'inflation, il y a eu une augmentation des taux d'intérêt, il y a maintenant le taux d'usure. Donc, il y a plein de paramètres qui ne dépendent pas de nous quand on veut investir dans l'immobilier. Et dans comment on dit ça? Dans la pensée collective, quand on parle d'investissement, les gens pensent qu'il faut forcément acheter et exploiter. Donc moi, je leur montre un autre mode. Donc au lieu d'acheter, si on ne peut pas, on va trouver un autre moyen d'avoir des biens et de les exploiter. Ok, on va parler de tout ça. Il y aura des choses techniques qu'on va aborder, des choses un peu plus personnelles. Et je pense que je vais te montrer une image pour commencer. Je tiens à commencer par cette image. Oh, oh, tu vois. Je tiens à commencer par cette image, c'est très important parce que tu as insisté sur « je suis mariée ». Bon, qui est ce monsieur auprès de toi et c'était à quelle occasion? Alors, ce charmant monsieur, c'est monsieur Bois. D'accord. Monsieur Bois, mon époux, à qui je fais un gros coucou.
Là, Jean, tu m'as vu. Je parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est quelqu'un qui me soutient dans tout ce que je fais. C'est pas tous les hommes qui sont prêts à laisser leur femme être mise à la lumière, être mise en avant, mais c'est un vrai support. C'est vraiment ma base. Donc, merci à lui. C'était à l'occasion du dîner gala annuel de l'Académie de la sous-location professionnelle, qui récompense les meilleurs élèves de l'Académie. Donc voilà, coucou chérie si tu m'entends. Il t'entendra forcément. J'ai tenu à ce qu'on commence par cette photo parce que je l'ai vue de mes propres yeux. Ouais. Comment il te soutient, comment il reste en retrait et il te laisse briller. Je pense que c'est un vrai support pour toi. Ouais. Pour toi, tu penses qu'aujourd'hui, ta réussite dépend énormément de l'accompagnement que t'a apporté ton mari? Ah oui, carrément. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a apporté concrètement? Alors, déjà, moi, on est très différents, mais complémentaires. Moi, dès que j'ai un truc dans la tête, il faut que je fasse. Là, je fonce, je passe à l'action. Lui, il est vraiment dans la retenue et heureusement, parce qu'il va vraiment analyser les risques, le contour, poser telle question, vraiment me challenger dessus. Est-ce que ça vaut la peine de faire? Et c'est vraiment lui qui freine un peu pour ne pas que j'aille vraiment trop en pagaille. Généralement, c'est le contraire. C'est les hommes qui sont fonceurs. Après, il faut de lui, il est vraiment dans la mesure. Il faut que ce soit bien mesuré, etc. Et franchement, il m'aide beaucoup. On est en France, il y a pas mal d'Africains qui ont l'habitude de faire les papas africains, on croise les pieds et puis voilà, madame fait tout. C'est pas possible. Parfois, on me demande comment tu arrives à gérer tout, les enfants, la famille, le travail et tout. Mais mon mari est là et il m'aide. Donc, c'est vraiment une aide pour moi. Il fait quoi concrètement? Il m'aide à faire tout. Hein. Il fait la vaisselle, il fait quand la cuisine, il peut, il fait. S'occupe des enfants. Il sait tout faire. Ah bon? Il sait tout faire, que ce soit la vaisselle, les enfants, il sait tout faire. Donc, on n'a vraiment pas de problème avec ça et on se complète en fait. Donc, moi je peux, je fais, quand lui il peut, il fait et puis voilà, on s'arrange toujours. Avec les mentalités qu'on a un peu partout dans certaines contrées d'Afrique, comment les gens perçoivent ça du coup? Alors, de voir madame qui est devant un monsieur qui décide d'être en retrait. Pour quelqu'un qui n'a pas vécu en France, ça peut peut-être choquer. Mais après, quand ils arrivent généralement en vacances, qu'ils voient les contraintes, les réalités, là, tout de suite, ils comprennent. Par exemple, si monsieur s'occupe des enfants le matin avant d'aller à l'école, quelqu'un qui n'est pas habitué va dire « Ouais, c'est toi qui laves les enfants et tout. » Mais en fait, pendant qu'il lave les enfants, toi, tu es en train d'apprêter le petit déjeuner, tu es en train de faire autre chose. Donc, c'est pas que tu as les bras croisés, tu regardes, tu vois. C'est vraiment être complémentaire et ça, il le fait très bien. Ça, il le fait très bien. Tu penses que ça aurait été pareil si vous étiez resté en Côte d'Ivoire, en Afrique? Ah non, pas du tout. Pourquoi? C'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes réalités. En Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir des aides, des nounous, etc. Là-bas, on est seul face à notre destin. Donc, si vous ne vous entraidez pas, et ça, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, parce que le mari se dit, bon, voilà, moi, je vais au travail, je ramène de l'argent, vas-y, tu t'occupes de la maison, des enfants, mais c'est éprouvant, c'est épuisant. Donc, il faut vraiment avoir cette complémentarité-là et puis se soutenir mutuellement. Ok, super. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la place de la femme devrait être dans la cuisine. Tu n'es visiblement pas que dans la cuisine. Ah non, pas du tout. Pas dans la cuisine. Donc, non, qu'est-ce que tu penses de cette pensée? Alors, je pense que c'est une pensée archaïque. D'accord. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui font de très belles choses, qui savent très bien cuisiner. Il y en a qui savent cuisiner, mais qui n'ont pas envie, par exemple. Donc, cantonner quelqu'un à un poste, je pense que c'est réduire, en fait, tout le potentiel de la femme. Il y a des hommes qui cuisinent très bien. Il y a des femmes qui font des choses, je mets entre griffes, d'hommes très bien. Donc, pour moi, il n'y a pas de catégorisation, en fait. Et moi, je le vis à la maison. Il n'y a pas de tâche pour homme, il n'y a pas de tâche pour femme. Nous, par exemple, dans notre couple, on s'est assis, on a dit, OK, qu'est-ce que tu aimes faire? On a trié les tâches, chacun a choisi. Les tâches qui étaient un peu compliquées, voilà, on a choisi, bon, je vais faire l'effort de faire ça. Et puis, ça fonctionne très bien. Depuis plusieurs années, ça roule bien. Ok, maintenant, selon toi, où devrait être la place de la femme? Que devrait être la place de la femme dans la société? Ça dépend de chaque couple, ça dépend du potentiel de chaque personne, ça dépend de ce que chacun a au fond de lui. Donc, chacun doit décider. C'est ça. Ok. Une autre photo, rapidement. Oh. On a pris des photos que tu as bien voulu publier toi-même. Donc, voilà. Donc là, ils sont charmants, tout mignons. Mes petits bouts de chou. Voilà, on a la première, le deuxième et puis le tout dernier. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que cette photo a été prise, peut-être pas besoin de le dire. Là, ce sont tes petits, tes bouts de chou. Comment tu arrives à gérer
Bon, déjà, que t'inspire cette photo? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Là, quand je vois cette photo, je vois une maman épanouie avec ses enfants. D'accord. Et ça compte énormément pour moi. Après, c'est pas toujours clean, c'est pas toujours tout équilibré. Moi, je suis très transparente dessus. Il y a des fois, je suis en réunion, je suis obligée de les balancer devant un dessin animé pour pouvoir faire ma réunion. Mais vraiment avec pincement au cœur. Il y a des fois, je dois annuler des réunions parce que voilà, je dois donner à manger au bébé. Et j'essaie vraiment de jongler entre tout ça et trouver mon équilibre en tant que femme aussi. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment que tes enfants te voient comme un modèle. Et ça, je pense que j'arrive à le véhiculer. Ma fille fait souvent bonjour, ici c'est Esther Bois et je vais vous parler de l'immobilier. Ah bon? Donc elle arrive à très bien t'imiter. Exactement. Et ça me réjouit parce que je sais que je suis en train de lui inculquer les valeurs de l'entrepreneuriat. Avec elle, tu arrives, elle va dire bonjour tonton Jean-Yves, voilà, je te vends ça à 5 euros, à 10 euros. Elle est très smart, tu vois. Donc, elle a 8 ans aujourd'hui. Déjà 8 ans, oui, déjà 8 ans. Donc, je suis fière de la maman que je suis, même si c'est pas parfait. Et puis voilà, on n'a pas besoin que ce soit parfait. Le plus important pour moi, c'est d'inspirer mes enfants, de leur donner le maximum d'amour et puis d'aller chercher de l'argent pour eux, pour leur avenir aussi. Donc, tu es femme, tu es salariée, tu es entrepreneur et tu es mère de famille en même temps et peut-être d'autres choses. Comment tu arrives à gérer tout ça? Alors, je pense qu'il y a un petit brin d'organisation aussi. D'accord. Après, c'est pas que tout est réglé comme un commando et tout. Mais j'ai par exemple un calendrier Google Agenda où je mets toutes mes tâches de la journée. Tout? Si t'es pas dans mon calendrier, c'est mort. C'est-à-dire qu'on va pas se voir. Tout? Tout. À quel détail près? 6 heures la prière, 7 heures le sport. Bon, le sport, même si je fais plus. Mais je mets quand même, voilà, pour avoir un peu de conscience, voilà. Ensuite, 8 heures apprêter les enfants, 9 heures commencer ma journée, 10 heures les réunions, etc., etc. 12 heures la pause, même tout, je mets tout. Même 17 la pause, heures, tout. Mais tu n'as pas peur d'être un peu robotisé finalement? Non, si je fais pas ça, je vais pas m'en sortir. 17 heures récupérer les enfants, 18 heures piscine, 18 heures gymnastique, etc., nanana. Si je fais pas ça, je vais pas m'en sortir. Parce qu'il y a plein de rendez-vous, il y a plein de choses à gérer. Donc ça, cette petite organisation-là, ça me permet quand même de tenir le rythme. Donc c'est vraiment l'organisation, il n'y a pas autre chose? Enfin, il y a l'organisation, ça pour moi, c'est la première des choses. Après, il y a le support aussi. Donc, par exemple, le mari dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment un support. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je craque ou je laisse tout et je pleure. Je dis, bon, c'est bon, j'en peux plus. Et c'est lui qui est là pour te dire, non, ça va aller, t'inquiète, voilà, on gère. Donc, pour les personnes qui sont mariées, en tout cas, j'exhorte tous les maris. Si vous avez une femme qui est entrepreneur, je vous en supplie, laissez-la briller. Et la femme, quand tu lui donnes quelque chose, elle te multiplie à l'infini. Vous allez voir que votre femme sera beaucoup plus épanouie. Quand tu me vois, elle dit épanouie. Non, je vois ça. Je t'écoute attentivement. Elle sera beaucoup plus épanouie et puis elle va vous apporter vraiment plein de belles choses. Donc, il y a ce support-là, il y a l'organisation. Et puis, il y a un élément très important pour moi, la grâce de Dieu. Moi, je suis croyante. Après, je ne sais pas pour les autres. Mais pour moi, la grâce de Dieu compte pour beaucoup. Parce que c'est pas évident de pouvoir faire tout ça en même temps, mais on arrive à gérer et puis à avancer petit à petit avec tout ça. Donc pour moi, il y a beaucoup de grâce de Dieu dedans. Okay. On pourrait dire que c'est la grâce de Dieu d'avoir un mari comme le tien, qui supporte et tout. D'autres n'ont peut-être pas cette grâce parce qu'elles vivent avec des maris qui ne supportent pas, qui ne soutiennent pas. Selon toi, pourquoi des hommes ne soutiendraient pas leurs femmes dans l'entrepreneuriat, surtout dans d'autres choses? Quelles sont les raisons? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs dames que j'ai reçues à l'académie. Elles m'ont dit, Esther, moi, je fais le projet, mais tu sais, mon mari, il n'y croit pas. Il me dit, il attend de voir les résultats. Très souvent parce qu'on est beaucoup dans l'action, sans mesurer les risques. Donc, quand tu as fait 2, 3, 4 projets qui ont échoué, le monsieur, il n'a pas trop tort de te dire, ouais, encore un autre projet, etc., tu vois. Donc, il faut vraiment savoir dans quoi tu te mets et puis le rassurer. Donc, quand elles arrivent à l'académie, on a beaucoup de couples, de personnes qui investissent ensemble. Je leur dis, va chercher ton mari, venez à 2 dans l'académie. Et au dîner gala, il y a plein de couples qu'on a récompensés, des jeunes couples, des couples retraités, il y a vraiment de tout. Et le fait que le mari soit dans le business, même s'il n'est pas très actif, il voit ce qui se passe, il voit les challenges et ça lui permet de soutenir. Maintenant, pour ceux qui ne veulent vraiment pas, parfois je pense qu'il y a un complexe aussi, de se dire, c'est moi l'homme, pourquoi toi tu vas faire ça, pourquoi toi tu vas briller. Je pense que c'est plus au niveau du mindset. Donc moi je pars du principe que on est tous égaux en tant qu'hommes et femmes. Par contre, je précise pour les féministes très engagées,
Moi, je suis pour la soumission de la femme et je l'assume complètement. Pour moi, la soumission, c'est une question de responsabilité. L'homme est le chef, tu es sous sa mission et vous accomplissez la mission ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il est ton supérieur hiérarchique ou qu'il doit te donner des ordres, etc. Vous échangez, mais il faut que les hommes sortent de ce complexe-là et se disent « j'ai une femme, elle a du potentiel, elle peut briller, je l'accompagne et on y va ». Mais là, on aura l'impression que c'est toi qui as la vision et puis c'est l'homme, du coup, qui t'aide à accomplir la vision. Moi, donc, on va parler un peu de cette histoire de soumission et tout, c'est très important. Alors, moi, je vois ça sur plusieurs plans, tu vois. C'est comme si vous êtes dans un projet et il y a des sous-projets. Le responsable du projet, c'est l'homme. Si on demande des comptes pour la famille, c'est l'homme. Donc, c'est le projet de vie de la famille globale, quoi. C'est ça. D'accord. Maintenant, les sous-projets, il peut y avoir le projet des finances, il peut y avoir le projet de construction, des enfants, de la maison, etc. Sur les finances, ça peut être la femme qui est bonne. C'est elle qui va piloter. Sur les enfants, ça peut être le mari, comme ça peut être la femme. Mais quand on prend dans l'ensemble, c'est l'homme qui est le responsable. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui pilote tous les projets. C'est ça. Donc, ça peut être dans le domaine de l'entrepreneuriat où la femme sera en avant. Mais voilà, c'est vraiment une question de perception pour moi. Donc, l'homme qui est le chef peut déléguer quand même à d'autres personnes. C'est ça. Et tout. Et c'est quoi une femme soumise au final? Alors, pour moi, une femme soumise, c'est une femme qui a compris sa position. Et le mot femme en hébreu, ça veut dire aide. Prêche, ma sœur. Et amen. Si tu as remarqué, on ne demande pas de l'aide à quelqu'un qui est plus faible que soi. On demande de l'aide à quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose. Donc moi, je dis aux femmes, en fait, vous vous comparez. Pourquoi ? Vous ne connaissez pas votre identité. La femme a tellement de potentiel, tellement de pouvoir. Une femme te dit aujourd'hui, je refais la déco. Je lui dis, oui, chérie, attends, nana. Tu reviens, elle a tout refait. Elle a poussé les canapés. Du moment où elle veut quelque chose, je ne sais pas si c'est où la force quitte, mais elle arrive à tout faire. Une femme peut faire plusieurs choses en même temps. Un homme, quand il est malade, commence à pleurer, oh, ça va pas. Tu cherches le problème. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais les femmes ont cette capacité-là à vraiment faire plein de choses. Donc, si vous laissez le potentiel de votre femme éclore, elle va vous montrer des choses, mais extraordinaires. Non, c'est ça. Moi, je dis toujours, en fait, on demande de l'aide à quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça. Donc, si tu peux m'apporter ce que j'ai déjà, souvent, je vais le faire moi-même. Donc, la femme vient apporter ce que l'homme n'a pas, ce que l'homme ne voit pas, ce que l'homme n'arrive pas à appréhender. C'est pour ça que finalement, on est très bien complémentaires. Et c'est important. On va parler un peu de ton parcours. On va parler un peu de comment tu as commencé. Toi, tu as commencé en Côte d'Ivoire. Oui. Et tu es resté jusqu'à quel âge en Côte d'Ivoire? Et ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à partir de l'autre côté? Alors, donc, j'aime bien le dire et je le dis fièrement partout où je pars. J'ai grandi à Bobo. Tu as grandi à Bobo? Ah, je suis une à Bobolaise, laisse tomber. Non, on voit pas. Hein. Ah bon? J'ai grandi à Bobo et il y a des faits qui m'ont marqué dans mon enfance, enfin dans ma jeunesse. J'allais à la fac de Cocody et je devais prendre le bus 49. Ce bus-là, j'ai pleuré dedans. Connaisseurs connaissent. Ah, les connaisseurs connaissent. À Bobo, c'est une vraie section. On peut dire quoi? Est-ce que ça, on dirait une commune populaire d'Abidjan? Bah oui, c'est une vraie commune populaire d'Abidjan. Et le bus 49, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, le bus 49, il te prend de la gare de bus d'Abobo pour t'envoyer à la fac de Cocody. Et c'est rempli d'étudiants. Je me rappelle qu'une fois, je me suis fait agresser parce que je sortais de la maison à 4 heures du matin pour avoir la place dans le bus et arriver tôt à l'école. Donc, ce jour-là, ma mère m'a dit, mais attends, il est encore 4 heures, il fait encore nuit. Je dis, mais maman, si je pars pas maintenant, je vais pas avoir de place parce que tu as le rang des fessistes, tu as le rang des parents, tu as le rang des amis des parents. Donc, toi-même, tu es devant là, tu ne t'assois pas. C'est ça. Donc, je me suis fait agresser, ça m'a laissé un très mauvais souvenir. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais tellement coincée que mes 2 pieds ne touchaient pas le sol du bus. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Mais là, mon coulé. Ah bon. Donc, tu as tout connu, les frottis, frottants, les frottas, frottis, tout ça, tu as connu dans le bus. Ah, mince. Et à cet instant précis, là, je me disais, mais ma mère n'a pas assez d'argent pour me permettre de prendre le bacar et tout, nanana. Je rêvais même pas au taxi parce que ça, c'était impossible. Et elle me disait, tout ce que moi, je peux t'offrir, c'est la carte de bus de 3 000. Donc, voilà. Ah, la carte de bus coûtait 3 000. Coûtait 3 000 francs à l'époque pour le mois. 150, 200. Dans le temps, je crois que c'était 200 francs. Il fallait décomposer. Donc, à peu près 1 000 francs par jour, tu vois. Donc, tout ça, on a traversé. Et dès jeune, j'avais l'habitude de faire plusieurs choses. Donc, je me rappelle qu'à la fac, je vendais des gâteaux. On appelait ça shawarma baoulé. C'était très bon. C'est un petit gâteau fourré avec du poisson, voilà, de la viande dedans. Et je suis allée voir la tata qui vendait au quartier. Je lui ai dit, OK, tu vends à 100 francs. Moi, je veux bien te prendre à 75.
comme ça, je peux avoir une marge de 25 dessus. Elle m'a dit, les ingrédients sont chers. Je dis, tata, pardon. Donc, elle m'a donné à 75 et j'ai commencé avec, je crois, 2000 francs. Ah bon? Ouais. Donc, je suis allée en amphi, mais en amphi, on est nombreux. C'est ça. Donc, je vendais à 125, je crois. Donc, finalement, j'avais 50 francs dessus. Donc, la première rangée où j'ai commencé à vendre, ils ont tout raflé. Et les autres ont commencé à se plaindre. Ah, mais Kalou, t'es pas arrivé ici, etc. Bon, Kalou, c'est mon nom de jeune fille. Voilà, c'est comme ça qu'on m'appelait à la fac. Mais t'es pas arrivé ici. Donc, le lendemain, j'ai ramené beaucoup au fur et à mesure. Et il y a un moment qui est arrivé où j'arrivais plus à porter. Tellement que c'était beaucoup. Et j'avais une amie qui était dans le même quartier que moi, Marina. Je lui ai dit, OK, tu m'aides à porter les sacs pour aller au campus et je te fais ton guet, comme on dit. Mais c'était des expériences extraordinaires où je voyais mon sens de l'entrepreneuriat se développer. Il y a même une année où j'ai mis en place un concept de livraison de fournitures scolaires à domicile. C'était en quelle année ça déjà? Ça devait être en 2011, je 2011. crois. 2010 ou 2011, avant la crise post-électorale. Donc, je pense 2010. Et l'idée, c'était d'aller prendre les fournitures en gros à Djamé, qui est un coin où où on vend en gros. Et puis, je prends la liste de fournitures des parents, vu que c'était compliqué d'avoir tel livre qui manque, il n'y a pas. Et je fais toute la liste et je viens leur livrer à la maison. Ils n'avaient plus à se déplacer. Et comme je prenais en gros, je cassais bien les prix. Donc, je me suis promenée au Rosier, 4e programme. Je faisais du porte-à-porte. Toc, toc, toc. Bonjour madame, est-ce que vous avez des élèves ici? Nanana. Je dis, on m'a fermé le portail. Ah bon, Il y a une fois, on m'a dit, quitte ici, tu vois pas qu'il fait chaud à 13h là et tout. Mais j'ai persévéré. J'ai commencé, je crois, avec 50 000 que mon oncle m'avait donné. J'ai fait, je crois, 300 ou 400 000. Quand je suis revenue lui donner son argent, il était tellement fier. Tellement fier. Mais par contre, j'avais galéré. Et ça, c'est une idée de business que des jeunes étudiants peuvent mettre en place à la rentrée. Et voilà, donc il y a eu plein de business comme ça. Quand l'université a fermé, je me suis dit, OK, je ne vais pas rester assise comme ça. Je vais aller faire un BTS en gestion commerciale. D'accord. Donc j'arrive, je vois le directeur, il me dit, OK, il n'y a pas de souci, on t'inscrit en première année. Je dis, non, j'ai déjà fait le DUG 1. L'université ouvre l'année prochaine, donc si tu me prends en première année, je ne pourrai pas finir. Prends-moi en deuxième année. Il me fait, t'as pas fait la première année. Je dis, monsieur, je vous en supplie, faites-moi confiance. Mettez-moi en deuxième année. Donnez-moi le contact d'une élève de la première année. Je vais prendre tous les cours, je vais bosser. Il m'a dit, OK. Donc, en 3 semaines, j'ai bossé tous les cours de BTS gestion commerciale de la première année. On arrive au cours et ce que je faisais, comme c'était à Trècheville, j'habitais à Bobo. Après les cours, je restais à l'école jusqu'à 20h, 20h30, le temps que les bouchons passent avant de rentrer. Et pendant ce temps-là, je bossais. Examen blanc de BTS, on était 2 à avoir. Hilaire et Kalou. Ah bon? Le directeur était tellement fier. Il m'a dit, franchement, t'as pas versé mon visage par terre, comme on le dit chez les Ivoiriens. Et après, j'ai eu le BTS, on a montré d'autres business. Et puis, l'université a rouvert, donc licence 2, licence 3. Et en 2014, Monsieur Bois a fait son apparition, bien avant. Lui, il était déjà venu en France, je crois, en 2012. Donc, on s'est mariés, j'ai fait Campus France et c'est comme ça toi aussi, que je suis arrivée. Vite. Attends, vous êtes mariés dans quel cours? Il faut qu'il te rencontre d'abord. Bon, tu vas nous expliquer comment tout ça s'est passé après. Ça peut être intéressant. Donc, c'est comme ça que tu vas en France, finalement, pour rejoindre Monsieur Bois. C'est ça. Et puis, on connaîtra la suite ensuite. Exactement. Mais bon, comment vous êtes rencontrés? Juste par curiosité. Seigneur. Est-ce que tu te rappelles encore? Je me rappelle. Alors, il m'a vu dans la cour de l'église à Bingerville. Ok. Et il a dit à sa maman, c'est qui la petite fille avec les oreilles là, elle est jolie, hein? Excuse-moi, monsieur Bois, je casse les papas aujourd'hui. Tu as venu, c'est oreilles qu'il a vu là, tu es venu cacher aussi aujourd'hui. Non, mais tu sais, je portais le foulard et tout, tu vois, donc il y avait les petites oreilles qui sortaient. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus, et puis voilà, on a commencé à se côtoyer en tant qu'amis, et puis voilà, les choses sont parties. Toi, tu l'avais remarqué un peu aussi quand même. Bon, un peu. Juste un peu, tu ne veux pas tout dire, quoi. Mais qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, toi, en tant qu'entrepreneur? Tu es une femme séduisante, on peut le dire. Oui. Tu dois forcément avoir des avances, tu dois forcément avoir des gens peut-être qui viennent vers toi, pas que pour le business, pour autre chose. Ça peut être aussi le cas de d'autres personnes. Comment tu arrives à gérer ça? Alors, moi, déjà, si tu as remarqué ma présentation, partout où j'arrive, je m'appelle Esther Bois, je suis mariée, maman de 3 enfants. Le décor est planté. Tu crois que ça peut bloquer cette... Non, même si ça ne bloque pas... Il faut laisser ça. C'est ça, ouais, Abidjan, ils se dit, vous construisez maison sur maison. Bon. Abidjan, c'est maison dans maison. Alors, même si ça ne bloque pas, tu assumes ta position dès le départ. Et puis, je pense qu'il y a l'état d'esprit aussi. Je ne suis pas en mode drague et tout. J'aime me mettre bien et tout, mais pour le travail, pour sortir, pour être présentable, pour mon image et tout. Mais ce n'est pas en mode séduction, ce n'est pas en mode, voilà, regardez-moi, etc., tu vois. Donc, les personnes même qui arrivent n'osent pas.
Les plus courageux, je les remets à leur place, mais très rapidement. Donc, ça fait que ça revient dans le cadre professionnel ou amical, normal. Et puis, on avance comme ça. Mais les avances, il y en a. Hein. Il y en a beaucoup. Oui. Et Monsieur Bois, du coup, comment lui gère il est ça? serein. Monsieur Bois, il est très serein. Il n'est pas jaloux, il n'y a pas de jalousie? Non, ça va. Il est serein. Il a confiance en sa femme, donc son cœur ne bat pas, comme on dit. Mais ça, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés en Afrique où la plupart des jeunes dames, des filles, qui sont plutôt séduisantes et belles, vont se dire qu'elles vont utiliser leur beauté pour avoir de l'argent. Et utiliser sa beauté pour avoir de l'argent, c'est sortir avec des hommes qui ont un peu d'argent, friqués. On connaît tous, hein, on a regardé la série Maquisard pour ceux qui connaissent. Et moi, j'ai découvert un peu comment les gens réfléchissaient un peu ici avec la série Maquisard qui relate le quotidien des Ivoiriens. Qu'est-ce que tu penses de ce fléau-là où aujourd'hui la femme, dans nos pays en Afrique, est souvent obligée de sortir avec un homme qui va prendre soin d'elle pour avoir de l'argent, plutôt que de travailler? Alors, je pense que tout est une question de mindset et d'information. D'accord. Aujourd'hui, je ne vais pas dire ouais, battez-vous, entreprenez. Non, faut être transparent et honnête. Il y a des femmes qui vivent dans des situations très précaires, très difficiles. Mais sortir avec un homme marié ou gérer des busy, comme on dit, ou recourir à ça, c'est pas ça la solution en fait. Tu peux, avec tes 10 doigts, trouver un business qui va te rapporter de l'argent. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas commencer petit. Quand tu vas venir dire tu vas commencer petit, on va dire tu mens. Tu mens, c'est ça. De toute façon, tu es habillé là, tu as commencé petit. Mais si, tu as commencé petit. Moi, c'est pour ça que j'aime parler de tout mon parcours depuis à Bobo. Parce que l'exemple des gâteaux, par exemple, j'ai commencé avec 2000 francs. Donc, tu négocies, est-ce que tu 2000 repars. francs peut acheter joli habit? Est-ce que 2000 Non, francs peut faire quelque chose? ça, c'est 10 ans plus tard. Ouais, ça, c'est 10 ans plus tard de 2000 francs. Les jeunes d'aujourd'hui, là, c'est la génération micro-ondes. Hein. Eux, ils ne veulent pas faire chap. Donc, ils veulent la réussite tout de suite. Donc, c'est ça le problème. Donc, quand tu dis que tu as commencé 2000 même, ils ne vont même pas t'écouter. C'est ça le problème. Ça. Donc, il faut vraiment accepter. Tu peux avoir une grande vision, mais il faut commencer petit. Il faut t'entourer des bonnes personnes. Tu ne peux pas marcher avec des amis qui gèrent busy et puis tu vas dire, toi seul, tu fais entrepreneuriat. On va se moquer de toi. 2, tu vas te laisser influencer. Donc, il y a l'environnement, il y a le réseau que tu te crées qui va te donner des idées, qui va te faire des connexions, etc. Et puis, tu es focus. Tu sais ce que tu dois faire. Tu acceptes de payer le prix maintenant pour demain être bien. Maintenant, on choisit la voie de la facilité. Chacun choisit sa voie. Mais ne dites pas qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de solution, c'est trop difficile. Non, il y a des solutions, mais il faut accepter de payer le prix au départ. C'est ça. Donc, la plupart n'est pas prête à payer le prix. C'est ça, à mon avis. À ton avis. OK. Tu es salarié? Oui. Et tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Alors, je travaille en banque d'investissement. D'accord. Et il faut avouer que c'est un très bon travail. Donc, tu gagnes bien ta vie. Il paye très bien en France. Donc, déjà, il y a ce cachet-là que ça t'apporte. Il y a cette, je ne dirais pas cette autorité, mais quel mot je peux utiliser? Ça te donne du poids, en fait, de venir parler en tant que, bon, je ne dirais pas banquière, c'est un peu trop, mais en tant que cadre en banque d'investissement qui a des notions de banque qu'elle va transmettre à ses clients. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis passée à mi-temps. Donc, voilà, parce que j'ai besoin de temps pour mes enfants, pour ma famille, pour d'autres activités personnelles. Donc, je suis passée à mi-temps. Je peux très bien démissionner, mais j'ai décidé de ne pas le faire pour des raisons stratégiques. C'est quoi les raisons? Non, mais en banque, en France, tu as tous les avantages. Noël, tu as des chèques cadeaux, les vacances, etc. Tu as plein d'avantages. Et puis, quoi qu'on dise, tu as quand même des fiches de paie sur le côté. Oui, mais ce sont des avantages qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux te payer, au final. Oui. Donc, mais si c'est en plus, c'est pas toujours mal. C'est pas toujours mal. Tu vois. Est-ce que tu te dis pas un moment que le fait d'avoir un pied à gauche et un pied à droite, parce que moi, je suis dans ta position il y a quelques années, donc un pied dans le salariat, un pied dans l'entrepreneuriat, finalement, ça t'empêche d'éclore et de montrer ton vrai potentiel. Ah si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, à un moment, il y a de la frustration, il y a plein de choses. Est-ce que finalement, tu te dis pas, tu penses gagner quelques avantages, mais contrairement à ce que tu peux gagner si tu as les 2 pieds de l'autre côté. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, je suis partie dans une logique. Je suis salariée à 100%, je commence l'entrepreneuriat et au fur et à mesure, je sors du salariat. Donc là, aujourd'hui, je suis arrivée à une phase où j'en peux plus. Donc, bientôt, tu auras de mes nouvelles. Je crois que je vais basculer de l'autre côté. Mais voilà, c'est progressif. Après, il y en a qui se disent, je sors du salariat, je rentre dans l'entrepreneuriat directement.
Moi, je ne suis pas trop de cet avis parce que finalement, le salariat te permet de financer ton entrepreneuriat aussi. Pour moi, il faut plutôt le faire de façon progressive. Ok. Et puis, les choses se feront d'elles-mêmes. Tu sentiras que c'est le moment de passer le De cap basculer. et puis voilà, après on bascule. Mais là, tu dis tu gagnes bien ta vie en tant que salarié. Pourquoi avoir décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat alors? Alors, moi, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une passion. D'accord. Au-delà de Tu gagner as de vendu l'argent. les gâteaux, donc Voilà. depuis longtemps. Au-delà de ça, c'est une passion. Donc, par exemple, à l'académie, il y a plusieurs personnes qui me disent, dans l'académie, hein, Esther, toi, c'est un don. Parce que les questions qu'on te pose ici, il y a 10 personnes qui ont posé la question, la 11e personne pose la même question. Mais je te réponds avec douceur, avec amour, avec calme, parce que j'adore faire ça, tu vois. Donc, vois. au-delà de l'argent, c'est vraiment le fait de créer de la valeur, impacter et puis apporter quelque chose aux gens. Donc tu t'es dit qu'en étant salarié, tu ne créais pas beaucoup de valeur. Comme tu Alors, aurais en aimé banque, en c'est créer, très c'est segmenté. Tu as une tâche bien précise à faire et je te cache pas qu'arrivé un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis pas un peu... Bon, voilà, j'ai commencé à me déprécier, tu vois. Et quand je vois à côté tout ce que je fais, c'est deux Esther, mais différentes, carrément différentes. Donc, à un moment donné, je crois que je vais basculer de l'autre côté. C'est ça. Donc ça t'a poussé à te dire, il faut que tu vois un peu plus l'entrepreneuriat, C'est tu ça. te lances. Comment étaient tes débuts? Pourquoi avoir choisi l'immobilier pour te lancer? Alors, tout est parti d'un livre. Donc, je me D'accord. rappelle, c'était à Noël 2018. Bon, entre parenthèses, nous, quand on s'offre les cadeaux, moi, je laisse plus mon mari m'offrir des cadeaux parce bon? que il va prendre des choses utiles. Entre nous, les femmes, on n'a pas forcément besoin de choses utiles. T'as besoin de quoi? Je le dis à tous les hommes qui suivent ce podcast. On a besoin de choses agréables qui nous plaisent. C'est ça. Il va, par exemple, te prendre des sandales. Dit, ouais, bon, comme tu as trop d'escarpins, peut-être, est-ce que moi, je te dis, je veux sandales? Je veux escarpins Offre-moi encore. un sac ou des escarpins encore, tu vois. Donc, je suis arrivée au stade où je lui ai dit, tu me donnes l'argent de mon cadeau. Je vais acheter, puis je te donne. Et puis, à Noël, tu m'offres. Je fais, oh, merci, chérie, c'est trop beau, tu vois. C'est ça. Et puis bon, pour lui, c'était aussi intéressant. Il ne se fatiguait pas à chercher parce que parfois, on se Exactement. prend la tête. On Ah. se dit, mais qu'est-ce qui va lui plaire et tout. Donc, moi, tu me dis ça, moi, je suis content. Tranquille. Donc, comme ça, tout le monde est content. C'est Chacun ça. a le cadeau qu'il veut. Donc, cette année-là, j'avais décidé de m'offrir un livre. Un D'accord. truc très simple. Donc, je vais en librairie et je partage, j'étais père riche, père pauvre. Donc, j'arrive et je vois à côté l'autoroute du millionnaire de MJ de Marco. Donc, je lis le résumé et je vois qu'il est en train de tacler Robert. Je dis, mais il a du culot, celui-là. Donc, je me dis, OK, je vais lire l'autoroute du millionnaire et après, hyper pauvre. Mais ce livre-là a complètement changé ma vie. Ah bon? C'est comme si des écailles tombaient de mes yeux. Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai compris énormément de choses. Parce qu'il te parle de la voie lente, de la voie rapide et de l'autoroute. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais sur la voie très lente et que jamais j'allais réaliser mes objectifs si je continuais comme ça. Et là, ça a commencé à me tourner la tête. J'ai dit à mon mari, chérie, OK. Dans son livre, il parle de plusieurs types d'investissements, plusieurs piliers. On va commencer avec l'immobilier et puis on va voir ce que ça donne. Donc, à l'époque, je trouve une formation dans l'immobilier qui était à 2497 €. C'était toutes nos économies. Ah bon, à l'époque, attends, À l'époque. il y a plusieurs. Donc, l'immobilier, juste parce que ça t'a plu ou juste parce que c'était le plus accessible? Alors, l'immobilier, parce que c'est une valeur sûre, D'accord. parce que c'est rentable, deux, et c'est ce qui me parlait le plus Ok, à d'accord. l'instant T. Ok. Donc, vous prenez toute votre économie de l'époque. Ce jour-là, on a réfléchi. Il m'a dit, Ah bon? tu es sûr qu'on y va? J'ai dit, on y va. Quand Ok. on a cliqué sur le bouton payer, là, on était lancé. D'accord. Et je lui ai dit, OK, là, on a tout ramassé, on a mis dedans, on n'a plus le choix. On est obligé de réussir dedans. Donc, pendant qu'on faisait la formation, on appliquait. Donc, quand on arrivait sur, par exemple, comment chercher le bien, on cherchait comment faire les négociations avec le propriétaire, on faisait, comment faire le financement, on faisait, et on achetait le bien avec 0 € sur la table du Ça, c'est banquier. bien. Ok. Bon, ça, c'était en 2019, Oui, tu non, vois, maintenant, ça se avant fait plus trop, Covid. hein. Maintenant, C'est ça. voilà. Donc, on a réussi à faire le premier investissement au bout d'1 mois de formation. C'était quoi comme C'était une typologie, colocation. une colocation? Donc, on a acheté un appart de, je crois, 109 mètres carrés. Il y avait 3 chambres. On a tout cassé. On a sorti 6 chambres. Waouh. On a rajouté des salles de bain, la décoration et tout. Et on louait, je crois, à 600 € la chambre. Donc, D'accord. 594 € la C'est chambre. ça. Donc, la rentabilité était super intéressante. 3 mois après, je lui ai dit, on attend quoi? On refait. On a refait cette fois. C'était à peu près la même configuration, mais de 3, on est passé à 7 chambres. Et on a commencé à prendre goût. On s'est dit, tiens, c'est intéressant. Il y a des loyers qui arrivent. On est en contact avec des locataires. C'était très intéressant. Et après, on était en appartement. On est passé en maison. Et vu qu'on est passé en maison, plus les 2 autres appartements, 33% atteint. C'est ça. Et là, la banque te dit, on vous aime bien, mais là, ça devient compliqué.
Et là, on était bloqué. Ok. C'est là que j'ai commencé à chercher d'autres voies et moyens pour continuer à investir. Et là, tu es tombé sur ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. La sous-location professionnelle. C'est quoi exactement? Alors, donc, comme je disais d'entrée de jeu, quand on parle d'investissement, les gens ont tendance à penser qu'il faut acheter et mettre en location. C'est ça. Donc, vu que moi, je ne pouvais plus acheter, je me suis dit, OK, je loue et je remets en location, mais de façon professionnelle. Déjà, en France, et je pense partout, quand on parle de sous-location, c'est un peu péjoratif parce que les gens le font à l'insu du propriétaire ou de façon clandestine dans le garage, tu loges les gens, etc. Mais ça, c'est une activité à part entière où on va créer une entreprise. Ça peut être une micro-entreprise, une société, où on va signer un bail dérogatoire avec le propriétaire dans lequel il y a toutes les clauses du contrat. Et ce bail-là nous permet de faire de la sous-location professionnelle et de gagner de l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert ça. J'ai commencé à lancer 1, 2, 3, 4, 5 appartements. J'ai vu que ça fonctionnait. Puis, je me suis dit, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans mon cas, qui sont bloquées ou qui n'ont peut-être pas beaucoup d'apports. Ça pourrait les aider. C'est comme ça qu'est venue l'idée de l'académie. Et l'académie aujourd'hui a formé 300 personnes. C'est ça. Ces personnes sont où, à peu près? Principalement en France. On a D'accord. quelques clients en Côte d'Ivoire, mais principalement en France. D'autres en Belgique, mais principalement en France. Principalement en France, ils investissent principalement en France C'est également. ça. Ok, d'accord. Et bon, là aujourd'hui, on voit que tu as une bonne partie de biens quand même. On va dire quoi, un peu plus d'une dizaine? À titre personnel, une petite dizaine. C'est ça. Et pour les élèves de l'académie, dans les 30, 40 à peu près. 30, 40 à peu près. Et quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées sur le parcours en tant qu'entrepreneur? Parce que là, il y a deux choses. Tu as été entrepreneur, tu as acheté des biens. En même temps, tu formes également. Ça aussi, c'est toute autre chose. Donc, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur le parcours? Alors, 2, 3 difficultés majeures. La première, c'est que dans les investissements classiques au niveau de la location ou colocation, au début, quand on a mis en place la colocation, il n'y avait pas de femme de ménage. On s'est dit, bon, les étudiants, ils sont assez grands et sérieux pour s'organiser pour le ménage. Ce qu'il ne faut jamais faire. Alors, l'appartement où on a mis vraiment tout notre cœur, ils ont bousillé l'appartement. Même le plafond était fondu. Wow. Je dis, mais comment vous avez fait ça, en fait? On a dû virer tout le monde, refaire les travaux à nos frais et remettre de nouveaux locataires. Mais cette fois, on a pris une femme de ménage, donc ils faisaient le ménage, même pas pour eux, mais juste pour entretenir notre bien. Et on était tranquilles aussi, ils étaient contents. Deuxième problème que j'ai eu une fois, c'est un locataire qui ne voulait pas payer. Déjà, quand il est arrivé, mon mari m'a dit, je ne le sens pas trop. J'ai dit, la chambre est vide, on a gagné l'argent, toi, tu ne le sens pas. Mais il faut que je suive son instinct, tu vois. Il a payé 1 mois, 2 mois, au bout du 3e mois, il nous regarde comme ça, il nous dit, moi, j'ai plus d'argent, franchement, je peux pas payer. Si vous voulez, vous pouvez faire des procédures. On est parti pour 2 ans. Waouh. Et là, tu réagis comment? Mais il avait raison en plus. C'est ça. C'est-à-dire qu'il savait comment le système français fonctionnait. En plus, il y avait la trêve hivernale, etc. Donc, c'était vraiment de longues procédures. Là, franchement, j'ai appelé mon Dieu au secours. J'ai dit, Seigneur, là, je sais pas, je ne peux rien faire. Donc, un soir à 20h, j'ai dit, chérie, on va à l'appartement. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, allons. Il a appelé un de ses amis qui est agent immobilier, il est grand de taille, en forme comme ça. Il lui a dit, tu viens avec nous. Tu ne dis rien. Tu prends un stylo, un cahier, tu le regardes, tu le fixes bien et tu prends des notes. Donc, c'était vraiment un peu de dissuasion, tu vois. Donc, on est arrivé, on a débarqué sur lui, il ne s'attendait pas du tout. On lui a dit, ok, tu prends tes affaires, tu pars. Il dit, oui, mais j'allais vous appeler parce que j'ai eu un travail. On dit, tant mieux si tu as eu un travail. Il dit, oui, mais mon salaire va arriver à la fin du mois. On dit, ok, on te paye le Airbnb pour 1 mois. Le soir, on a déboursé 800 €. Plus payer l'appartement. Plus son Uber. Mais on avait juste envie qu'il parte, en fait. C'est vrai. Et ça, je me suis dit, je ne mets plus de sentiments en business. Mais vraiment plus. Quitte à être froide ou méchante ou je ne sais pas, mais les affaires, ce sont les affaires. Les sentiments, ce sont les sentiments. Et troisième chose, ça c'est plus au niveau de la formation de l'académie, c'était au tout début, tu commences, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de résultats, il faut que les gens puissent te faire confiance. Et quand les gens ils arrivent, oui, tu as accompagné combien de personnes, c'est quoi les résultats qu'ils ont eus? Et quand je commençais, je crois j'avais 5 appartements. Donc il y avait ce problème de légitimité. Tout à fait. Et je suis allée dans une logique où j'étais très transparente avec les gens. Je leur ai dit, je commence, vous êtes mes premiers cobayes. On va apprendre ensemble, on va se tromper, mais demain, vous allez voir que ça va porter du fruit. Parce que j'ai déjà testé, ça fonctionne, et j'ai pas encore d'élèves, mais venez. Et les premiers m'ont fait confiance, c'est allé comme ça, et c'est allé très, très, très vite. On a ouvert l'académie le 18 décembre 2022, donc bientôt on aura 1 an. 1 an. Donc en 1 an, on a touché plus de 2 millions de personnes en France.
Plus de 25 000 personnes qui ont suivi nos conférences et plus de 300 personnes accompagnées. Ah mais ça, c'est génial. Mm. Et je suis totalement ébloui par ça. 2 millions de personnes touchées Oui, avec nos publicités. avec les publicités. Oui. C'est quand même beaucoup. Et donc, 300 personnes accompagnées. C'est ça. Et quand tu traverses tout ça, surtout le problème de légitimité, parce qu'il y a beaucoup qui ne se lancent pas à cause de ce souci-là. Ah, je ne suis pas légitime. Est-ce qu'on va m'écouter? Je ne suis pas expert et tout. Quel est le conseil que tu peux donner à ces personnes pour se lancer malgré tout? Alors, pour être légitime, il faut d'abord être convaincu de ce qu'on veut apporter. Tu n'es pas obligé d'être à 100% de tes connaissances. Par contre, quand tu te lances, il faut que toi aussi tu te formes pour être au niveau où les gens te placent en fait. C'est ça. Donc, la première formation, quand je l'ai vendue, j'avais même pas encore créé la formation. Donc, je l'ai vendue et la pression maintenant pour faire la formation, parce que là, je savais ce que les gens voulaient. C'est ça. Et en fonction de ça, je suis allée créer. Mais j'ai passé 2 mois et demi, je ne dormais plus. Mais Je ne faisais plus rien. J'étais sur mon ordinateur comme ça, en train de mettre en place la formation. Et l'avantage de ça, c'est que tu sais le besoin des gens et tu réponds à ça directement. c'est ça. Donc, j'aurais pu m'asseoir et dire, ouais, j'ai déjà des clients, je fais un pot pourri, je dépose. Mais non, j'ai pris vraiment le temps d'aller à fond dans le détail, de me former, moi-même de faire plusieurs formations. Je dis aux gens souvent, quand je leur dis le prix de l'académie, qui me font, ouais, c'est trop cher. Je dis, tu sais, le montant de la formation la plus chère que j'ai payée? C'est clair. Je dis, allez, devine. Ils me font 3 000, 5 000, 10 000. Et quand je fais, ils me font, quoi? Je dis 21 600 euros. Oh, je dis, bah, moi-même, je me forme. Donc, après, c'est une question de budget. Hein. Chacun a son budget. Mais c'est tellement important de se former. C'est un investissement qu'on fait sur soi. Donc, ça n'a pas de prix, quoi. Et à part la formation, qu'est-ce que les primo-entrepreneurs devraient faire? Ceux qui Alors, se lancent, oui. Pour moi, je pense qu'il faut avoir une vision et vraiment rester focus. Il y a beaucoup de péripéties. Il y aura des obstacles, des entraves, que ce soit de la famille, des proches, des clients, etc. Tu vas peut-être même échouer, devoir recommencer. Mais quand tu sais où tu vas et tu es focus dessus, ça te permet de vraiment tenir la route et de te dire, voici mon pourquoi, ce pourquoi je me suis lancée dedans. Tous ceux qui arrivent à l'académie, je leur demande, c'est quoi votre pourquoi? Faites-moi une petite vidéo que vous allez garder. Demain, quand ça va chauffer, quand les propriétaires vont vous dire non, je te donne pas mon appartement, tu ressors ta vidéo, ton pourquoi. Si c'est la liberté financière, si c'est ta retraite, tes enfants, etc. Et ça te rebooste, ça te remotive. C'est ça. Donc, pour tout entrepreneur, quand vous commencez en tout cas, filmez-vous une petite vidéo où là, tu es vraiment en forme, là. Tu te donnes tes objectifs, ta vision, voilà ce que je vais faire, etc. Et pendant les moments difficiles, tu ressors ça, ça te rappelle ce pourquoi tu t'es lancé. À présent, on va parler d'une thématique très importante. Toi, tu vis en France, tu es dans la diaspora. Et je pense que tu es salarié, tu es entrepreneur, tu es peut-être bien installé en France. Que penses-tu du retour en Afrique? Est-ce que ça fait partie de tes programmes? Et si oui, à quelle échéance tu comptes retourner en Afrique? Alors, pour moi, il y a 2 types de retours en Afrique. D'accord. Déjà, c'est un devoir moral pour tout Africain de retourner en Afrique. D'accord. Maintenant, après, est-ce que tu ramasses tes valises, tu viens t'installer ou pas? Donc, il y en a qui font le choix comme toi, voilà, de rentrer totalement et carrément. Et il y en a qui se plaisent bien finalement en France, mais tout ce que moi je leur demande, vous pouvez rester en Europe, dans la diaspora, mais ayez de l'impact en Afrique. C'est ça. C'est-à-dire que ça peut être des business que vous mettez en Afrique en tant qu'entrepreneur. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Ou en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que vous êtes là-bas, mais votre argent travaille pour vous, comme C'est le ça. Club Élite, par exemple. Exactement, Voilà. c'est ça. C'est vraiment le schéma où tu es là-bas, mais tu as de l'impact avec des projets qui donnent du sens, en fait, finalement, à ce devoir moral-là. Donc, pour moi, on peut se déplacer, venir, ou être à distance et puis investir quand même. Mais toi, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu comptes Moi, revenir définitivement à un moment où tu te plais bien en Moi, je France? compte revenir. Mais tu sais Je pas m'étais quand. donné comme échéance 2025, mais 2025 a déjà arrivé. Mais c'est quoi? Tant mieux alors. Mais qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Alors, moi, j'agis principalement en France. Mhm. Donc, l'immobilier sans les banques, c'est principalement en France. Après, c'est de la formation. Donc, je peux très bien faire ça à distance. Mais les gens ont besoin d'être rassurés, de savoir que tu es sur le terrain avec eux. Donc, il y a ce volet-là.
Là, on est en train d'ouvrir un autre business à Abidjan. Donc, je pense que moi, je serais plus entre les deux. D'accord. Voilà, vraiment faire la navette entre les deux. Mais à côté de ça, avec le Club Élite, par exemple, on investit dans d'autres projets en Afrique. En Afrique, ouais. Donc, voilà, je me dis faire comme ça la navette. Et puis après, peut-être 2-3 ans après 2025, rentrer définitivement. Mais est-ce que c'est pas ça le souci quand il n'y a pas de date exacte, quand on n'est pas... Mais ma date, c'est 2025. C'est 2025, mais tu as déjà peur que ce soit déjà arrivé. Dans un jour, on est en 2024, C'est donc ça. c'est déjà quasiment arrivé. Est-ce que... c'est quoi en fait les peurs au final? À Alors, part le fait que ton business est en France et que tes étudiants aussi ont besoin de savoir que tu es là-bas pour être rassurés. C'est quoi les autres peurs qui font que on n'a pas envie de sauter tout de suite le pas? Alors, pour moi, c'est pas vraiment de la peur parce que je m'étais dit quand je viens en 2025, c'est que j'ai déjà préparé le terrain et j'ai un business en Afrique qui tourne bien. D'accord. Donc là, on va lancer début 2024 une conciergerie à Abidjan. C'est bien ça. Donc je me donne le temps, voilà, sur l'année 2024, de voir comment ça se positionne pour rentrer. Parce qu'il suffit pas de rentrer, il faut bien rentrer quand même. Donc il y aura l'académie, donc que je gère depuis Paris, et puis la conciergerie que je vais gérer depuis Abidjan. Donc il me faudrait être sur les deux fronts jusqu'à ce que je vois que voilà, à l'académie, je peux prendre un peu de recul, être ici et puis gérer à distance. C'est clair. Et comment tu te prépares du coup concrètement? Quelles sont les actions que tu fais pour pouvoir quitter la France pour venir vivre en Afrique, en Côte d'Ivoire? Alors, déjà, je viens plusieurs fois. C'est ça. Donc, voilà, Ça, c'est prendre le important. pool, voilà. Tu es au feu, le feu est rouge. On dit pourquoi tu as arrêté, tu ne passes pas, tu cries. Ça, Voilà. même moi, je n'avais pas compris au départ. Mais c'est bien. Voilà, vraiment prendre le pool. Et quand tu viens en vacances, que tu viens pour rester, c'est pas pareil. C'est vrai. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, je pense que psychologiquement, il faut être prêt à vivre dans les conditions et ne pas venir en mode tu vas tout changer avec tes habitudes de Paris et tout. Non, vraiment se conditionner comme ça. Donc, je fais déjà plusieurs voyages. Ensuite, il y a lancé le business. Là, je suis dans une phase de test pour voir, voilà, c'est quoi les contraintes du marché en termes de réglementation, en termes de clientèle également. Et au fur et à mesure, valider certains points. Et une fois que tout ça c'est validé, je débarque à Abidjan. Ah, ça a Vous l'air- allez me voir très bientôt. Ça a l'air bien ficelé. Tu penses qu'il marchera le plan? Je pense. Ok, Alors, pour l'académie, on n'a même pas un an, on est là où on est. C'est bien. Et je pense que tout est question de travail, de vision et d'organisation. Donc, normalement, si tout se passe bien en 2025, je Tu suis devrais là. être là. Ouais. Mais du coup, que penses-tu des personnes qui sont africaines et africains et qui sont dans la diaspora et qui ne veulent absolument pas rentrer en Afrique? Alors, moi, franchement, chacun fait ce qu'il veut. Hein. D'accord. S'ils veulent pas rentrer, ils veulent pas rentrer. Peut-être qu'ils se sentent bien là-bas. Il y en a, c'est peut-être pour des raisons familiales. Il y a des situations qu'ils ont vécues ici. Ils ont coupé tous les ponts, ils sont là-bas. Donc, ils n'ont pas d'intérêt ici. Donc, pour eux, c'est pas que le business. Et voilà, je viens, j'ai plus d'amis, j'ai plus de famille. Qu'est-ce que je fais? Donc, personnellement, moi, je ne peux pas leur en vouloir. Tout ce qu'on leur demande, encore le devoir moral, restez là-bas, mais investissez Investissez. ici. Voilà, C'est tout. simplement. C'est tout ce que Donc, tu leur diras. chacun a son choix, mais tout le monde doit investir. Donc, soit tu viens, tu es entrepreneur, soit tu restes là-bas, tu es investisseur, comme l'investisseur africain. Allez, c'est super en tout cas. Et toi, aujourd'hui, tu parles d'entrepreneuriat, d'entrepreneur. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a apporté au final? Waouh. Ouais. L'entrepreneuriat m'a apporté énormément de choses. Déjà, en termes de valeurs personnelles, j'ai découvert tout le potentiel que j'avais. Que ce soit en termes de relations clients, en termes de lancer plusieurs choses en même temps, en termes de gestion des ressources humaines, je me suis découvert plein de potentiel. Et en termes d'argent aussi, quoi T'as qu'on gagné plus, dise, quand même. voilà. En termes d'argent, j'ai vu mon style de vie, s'améliorer. Et mais plus en termes d'impact. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Quand je regarde 18 décembre 2022, 18 décembre 2023, on a fait le dîner de la gala de l'académie il n'y a pas très longtemps. Les témoignages, on a tous pleuré là-bas. C'était des femmes, des familles, des mères avec leurs enfants qui investissaient, des couples qui investissaient, qui ont dit « Esther, tu as transformé notre vie ». Et pour moi, ça, c'est au-dessus de l'argent, c'est au-dessus de tout ce que tu peux gagner. C'est vraiment des gens qui ont vu leur vie être transformée, en fait. Donc, l'impact, certes, l'argent, voilà, les valeurs et tout, mais vraiment l'impact que ça a apporté dans la vie des gens. Ça, c'est super. Et toutes les personnes qui veulent du coup faire la transition entre le salariat et l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Comment ils peuvent s'y prendre? Alors,
Ne vous pressez surtout pas. Ah bon? Oui, je vous en supplie. Non, on n'a qu'à leur dire la vérité. N'écoutez pas, je dis. Ah bon, non. Dites-leur la vérité. Sortir du salariat. Tu sors du salariat, faut que tu sois prêt à tout affronter. Mais tu es prêt comment? J'ai une élève à l'académie qui a démissionné il y a une semaine là. Et avant de démissionner, elle m'a dit, Esther, mon travail me prend tellement de temps que je ne pourrais pas être à l'aise pour lancer le business. Mais c'est un gros risque que je prends. Je lui ai dit, démissionne. En temps normal, je ne lui aurais pas dit. Mais les conditions dans lesquelles elle travaillait n'étaient pas optimales, en fait, par rapport à ce qu'elle voulait faire, par rapport à sa vision. Elle a démissionné et elle était en stress. Elle m'a envoyé un message. Esther, j'ai la confirmation de ma démission. Moi, mais j'ai pas encore démissionné. Et puis toi, tu dis aux gens de démissionner. Et puis elle t'a écouté. Et je lui ai fait une note vocale où vraiment je l'ai rassurée. Je lui ai dit, c'est tout à fait normal, le sentiment que tu as. Par contre, tu vas devoir travailler 4 fois plus que les autres membres de l'académie. Parce que tu as une petite pression derrière toi quand même en termes de revenus, en termes de résultats aussi. Il y a ton mari qui te regarde, il y a tout ça. Donc, je vais te mettre la pression 10 fois plus. Donc, il faut que tu sois prête à tout donner, à te donner à fond. Et quand tu es dans ce mindset-là, je pense que ça va. En fait, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix. Donc, tu te donnes et même si ça ne réussit pas, tu fonces, tu recommences. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Donc, se donner à fond. Se donner à fond, prendre le risque, mais vraiment être sûr de ce que tu fais. C'est ça aussi. Être vraiment sûr. Si tu as encore des doutes, reste un peu. Le jour où tu sais que tu es prêt, parce que quand ça arrive à débordement, on ne te demande pas pardon. Genre, tu auras toujours des doutes quand même à un moment donné. Non, donc, tu auras des doutes. Si tu attends de ne pas avoir du tout de doutes pour te lancer, tu te lanceras jamais. Non, c'est pas d'avoir plus de doutes. Mais je dis, il y a un moment, en tout cas, je pense que tous les entrepreneurs le sentent, il y a un moment où tu sens que c'est là, c'est maintenant. Et même si tu essaies de résister, il y a cette voix-là qui t'appelle, qui te dit non, c'est bon. Tu ne peux. Moi, je suis presque arrivée à là. Okay. Mais il y a ça qui te dit et tu sauras que c'est le bon moment. Par contre, il faut bien tout cadrer. Faut pas jouer les foufous pour faire OK, bon, je claque tout, je m'en vais. Non. Il y a tes charges à gérer, il y a tout ça à gérer. Donc, il faut vraiment bien t'organiser, avoir des échéances et tout. Quand tout est bien checké, puis voilà, tranquille, tu bascules. Mais pour prendre ton cas, qu'est-ce que tu attends pour finalement quitter le salariat à fond? C'est quoi le point de non-retour que tu veux atteindre? Alors, moi, comme je t'ai dit, je peux partir à tout moment. C'est ça. Et pourquoi tu ne vas pas alors? Je vais t'expliquer. En termes de finances aujourd'hui, ce que le salariat me rapporte, ça n'a rien à voir avec ce que l'entrepreneuriat me rapporte. Même si je mets tous les avantages et tout ça dedans, c'est pas comparable. C'est ça. Donc, moi, j'avais cette petite crainte de sécurité, tu vois, de dire que voilà, on est en France, faut remplir des cases, etc. De dire que voilà, j'ai quand même mon CDI, j'ai mes fiches de paie, je travaille en banque, nanana. Tu vois, tu fais un peu ta prodada avec ça aussi. Mais qu'est-ce que ça va apporter au final? Rien. À part la prodada. Rien. Rien. Donc là, moi, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, et même j'ai repris à temps partiel, mais les 2 jours même que je fais là, c'est un supplice. C'est-à-dire que pour me lever, même pour aller, quand je regarde tout ce qui est à côté, je dis, bon. Donc, tu vois, j'arrive à ce point de bascule-là où ça sera plus l'argent, ça sera plus la sécurité, où je me dis, j'ai besoin de mon temps, de ma vie, pour faire ce qui compte vraiment pour moi. Et en plus, monsieur travaille. Donc, c'est ça. Il peut aussi soutenir. Bon, c'est même pas une question d'argent, donc on peut même pas parler de soutien. Monsieur travaille, donc il va garder le côté pro-dada. Voilà. Ça va prendre son travail maintenant pour faire pro-dada. C'est ça. Et puis, moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant de dire que je suis entrepreneur que salarié en banque. C'est plus fun, c'est plus intéressant. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'est super de t'avoir eu aujourd'hui. Je pense qu'on a parlé agréablement de plein de choses. Quelles sont tes actualités aujourd'hui? Est-ce que tu organises des choses? Comment faire pour te contacter? Alors, donc, mes actualités, je crois que tu en as parlé au début. J'ai reçu le prix de l'excellence et du mérite Marie-Laure d'Ivoire à Bruxelles, donc qui récompensait les meilleurs entrepreneurs de la diaspora. Récemment, j'ai participé au Wikanda également, où j'ai été nominée dans la catégorie diaspora et dans la catégorie principale. Malheureusement, j'ai pas eu de trophée, mais bon, c'est pas grave, c'est un concours. Nominé, c'est bien. Voilà. Donc, ça, c'était en termes de prix, récompense. Après, il y a la conciergerie qu'on va bientôt lancer à Abidjan. Donc, tous ceux qui sont dans la diaspora, qui veulent investir à Abidjan dans la sous-location professionnelle, on vous accompagne à trouver le bien, à le mettre en place, donc faire la déco, etc. Et on le gère pour vous en location courte durée. Donc, si vous n'avez pas confiance aux cousins, cousines, etc., passez par une conciergerie professionnelle qui pourra le faire pour vous. Également, ceux qui ont déjà des appartements ici ou des maisons, on peut le gérer pour vous en location courte durée aussi. Donc, au lieu de mettre un locataire et puis on vous dit qu'il n'a jamais payé le loyer,
Vous passez par des pros. On passe par Booking, Airbnb, etc. Et puis, c'est beaucoup plus rentable pour vous. Donc, voilà un peu mon actualité. Là, on repart à Paris. On aura sûrement une autre dédicace du livre que j'ai écrit, L'immobilier sans les banques, pour la fin de l'année. Tu as écrit le mien. Ouais, mon exemplaire. Mais c'est bien, on pourra aller s'en procurer. Et tu parles de quoi dans ce livre? Alors, le titre du livre, c'est L'immobilier sans les banques. Sans les banques. Et je parle de comment est-ce que l'immobilier sans les banques peut permettre à la diaspora. Alors, dans ce livre-là, j'ai pris position, en fait. Déjà, sur le livre, il y a ma photo, une femme noire qui parle d'immobilier en France, en plus sans les banques. Et j'assume complètement. Donc, dedans, je leur montre, en fait, comment cette stratégie-là peut te permettre d'avoir des revenus complémentaires. Un, pour ta retraite, que tu vas probablement pas faire en France ou en Europe. Comment est-ce que ça va te permettre de préparer ton retour en Afrique? C'est-à-dire que tu viens, maintenant un business là-bas ou ici, qui te génère des revenus de façon, j'aime pas trop le thème passif, mais voilà, semi-automatisé. C'est ça. Et puis après, maintenant, je déroule la méthode, voilà, comment ça se passe de façon théorique, comment mettre en place. Donc, c'est un livre qui se lit très facilement, qui est très agréable à lire. Et puis, voilà. Comme tu en parles dans ton livre, je pense que tu ne veux pas nous donner un peu quelques pépites ici pendant ce podcast. Donc, comment quelqu'un qui est en France peut investir dans l'immobilier sans les banques? Alors, il a contacté Esther Bois Consulting. Non, mais c'est vrai en plus. C'est ça. Donc, vous allez sur Instagram ou Facebook, vous tapez Esther, comme la reine Esther, E-S-T-H-E-R, Bois, B-O-U-A, Consulting. Donc, vous pourrez suivre toutes mes actualités. Et puis, vous allez sur le site www.estherbois-consulting.com où vous aurez la page d'inscription pour participer à nos conférences. Alors, je précise, moi, je ne vends pas de formation, Jean-Yves. J'apporte de la transformation. Non, je précise, c'est important. J'apporte de la transformation et je choisis mes clients. Et ça je l'assume complètement. Si tu viens dans une logique, moi je vais rien faire, ça va tout faire, je ne te prends pas. Je travaille vraiment avec des gens qui sont déterminés, qui ont un vrai pourquoi et qui vont pas commencer à pleurer quand le propriétaire va leur dire non, je te donne pas mon appartement. Ça peut arriver, mais il faut vraiment être prêt. Donc, tu participes à la conférence. Généralement, je la fais les dimanches soirs à 20h. Pendant la conférence, je t'explique tout le business pendant 2 heures, en long et en large, tout ce qu'on fait. Et si tu vois que ça t'intéresse, tu réserves un appel avec mon équipe. On échange pendant 40-45 minutes. Si ton profil est bon, que nous, on te correspond, que tu nous corresponds, on t'intègre à l'académie. Ok, génial. Bon, je pense que vous savez quoi faire si vous posez cette question. Avant de terminer, j'ai une dernière photo à te présenter. Ah, toi et tes photos. Oui, c'est bien. C'est celle-ci. C'était à quelle occasion? Alors, c'était à l'occasion d'Ayana, qui a été organisée par Ami. C'était à Paris, aux Galeries Lafayette. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer la grande dame Laetitia Uncho, qui fait des merveilles à Abidjan. Donc, tout ça, c'était le réseautage. Rencontrer des femmes inspirantes, faire des connexions. Et puis, pour moi, ça a une grande partie d'importance dans le business qu'on fait aussi. Exactement. On parlera donc du réseautage. Pour toi, le réseau, ça représente quoi pour un entrepreneur? Alors, pour moi, le réseau, c'est 70% des besoins d'un entrepreneur, clairement. Bon? Pourquoi? Tu peux faire des choses extraordinaires, mais si tu ne connais personne, ton projet, tu vas le vendre à ta famille, en fait. Mais il y a des gens qui ne vendent rien du tout. Juste parce qu'ils ont de la popularité, on a l'impression que c'est eux les experts. Donc, fais bien ton travail, mais va chercher des connexions, va chercher du réseau qui va te mettre en connexion avec d'autres personnes pour faire éclore ton activité. Et comment on peut se créer un bon réseau en tant qu'entrepreneur? Alors, déjà, tu participes à tous les salons, à tous les forums. Tous les salons. Oui, je suis sérieuse. Tu fais tes cartes de visite. Même si tu débutes, fais tes cartes de visite, ça fait vraiment professionnel. Tu arrives dans le salon, tu donnes tes cartes de visite, voilà, je fais ça, etc. Et puis, moi, je dis aux gens, va dans les milieux où tu veux être. C'est ça. Je te donne un exemple. Il y avait un grand salon business qui était organisé à Paris. À l'époque, je débutais, même, j'avais pas encore beaucoup d'argent. Bon, je dis pas que j'ai beaucoup d'argent, j'avais pas encore assez de sous. Et j'ai pris un stand. Et il s'est trouvé que mon stand était en face du stand d'un grand entrepreneur. Moi, mais j'étais choquée. Je fais, tu vois. Et du coup, là, quand on se croise sur le stand, c'est pas en mode, tu sais, je te suis ici en star et tout. Non, c'est pas en mode,
Entrepreneur. C'est ça. Bonjour voisin, ça va et tout, tu vois. Bonjour, voisin. Tu vois. Tu peux me donner qui magie. Tu peux enlever des sel, l'allumette, voilà. Donc là, ça te positionne à un certain niveau. Mais par contre, il faut payer le prix. Il faut payer le prix du stand, il faut aller à tel événement. Donc, va à tous les événements. Gratuit, payant si tu peux, tu y vas. Et c'est comme ça que tu pourras réseauter. Et ça, c'est très important pour réussir, en tout cas en tant qu'entrepreneur. C'est ça. À propos des réussites, tu penses avoir réussi aujourd'hui? Alors, je dirais oui, sans prétention aucune, parce que pour moi, la réussite, c'est pas le montant d'argent que tu as gagné. Et je reviens encore à l'impact. Pendant le dîner gala, il y a celle qui a eu le prix de la meilleure élève de l'académie. Son mari était content. Il a tourné dans toute la salle. C'est ma femme, soutenez vos femmes. Mais la joie et la fierté de ce monsieur-là, c'est ma réussite en fait. De voir qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à être chefs d'entreprise, qui arrivent à gagner de l'argent. Pour moi, c'est ça la réussite. Donc, je pense avoir réussi. Tu penses avoir réussi et tu viens de nous donner la définition de ta réussite aussi. Bah, écoute, on te souhaite tout le succès possible. Merci Jean-Yves. Plein de réussite. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. Et si vous voulez qu'Esther Bois revienne pour vous parler de sous-location professionnelle ou tout simplement d'immobilier, n'hésitez surtout pas à lui dire dans les commentaires. Merci Esther. Merci d'être Jean-Yves. restée avec nous. Merci d'avoir accepté d'être là. Et puis, merci à vous également de nous avoir suivis aujourd'hui. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Bye bye.